One step, two step, three step, come on. Everybody in the first sprint. Non, on la garde. On la garde, je m'en fous, tu vas assumer. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, toujours, encore, et oui, et en même temps, j'ai envie de dire, en vous proposant 12 émissions par semaine, vous n'aviez pas le choix. Voilà, c'est simplement la loi du marché, comme on l'appelle chez nous. Blague à part, nous sommes de nouveau dans un back issues. Est-ce que ça vous a manqué, hein? Je veux dire, après les 32 quotidiennes, vraiment, vous vous êtes dit, ah putain, ce serait quand même bien d'avoir une émission qui nous parlerait de comics. Bah, ça tombe bien, puisque le back issue, c'est un peu le concept, c'est-à-dire que Corentin et moi-même lisons des comics, et après, on vous dit ce qu'on en a pensé. Et généralement, on fait une petite sélection où on vous dit surtout des trucs qu'on a bien aimés. Comme ça, on pousse à la consommation, puisque nous sommes profondément capitalistes. Bonjour Corentin. One step, two step. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est la fin de l'année, tout le monde est très fatigué. C'est ce que j'ai prévenu. Alors, j'ai prévenu quand j'ai enregistré un calendrier de l'Avent que vous entendrez d'ici quelques jours, je crois, où je fais une intro qui est n'importe quoi. Et grosso modo, je préviens qu'au fur et à mesure du mois de décembre, je pense qu'il y aura de plus en plus de... Voilà, c'est ça. Je pense que voilà, les derniers podcasts de 2020 vont être assez épiques. Bonjour, du coup. De son point de vue. Bah oui, bien, salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, Par la santé mentale, du coup. C'est cool le plaid. Ouais, non, j'adore. Ça tient chaud. J'adore parce que le canapé est bien confortable. Effectivement, ça, c'est le plaid est de qualité. Voilà. Et le café aussi. On est mieux servi que dans l'ancienne rédac. J'ai envie de dire. Carrément, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Froid dans rédac. C'est vrai. Alors du coup, Corentin, aujourd'hui, on est de retour donc pour parler de bande dessinée. Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je veux dire, Corentin va nous parler de The Goon, l'intégrale, le premier tome donc de la série culte d'Eric Powell, qui, à l'instar d'Invincible cet été chez Delcourt, donc revient là en cette fin d'année en intégrale. Ça pourrait être d'ailleurs le sujet d'un calendrier de l'Avent, mais je ne spoil pas puisqu'il n'y est pas au programme. Mais ça tombe bien puisque du coup, tu vas pouvoir en parler tout à fait librement. J'ai envie de dire, mais Corentin, j'ai envie de le faire d'ailleurs. Corentin, c'est ça. Alors, c'est quoi le Goon? Mais dis-moi donc, qu'est-ce que c'est le Goon, Corentin? C'est en train de devenir un trademark très difficile à assumer en société. Alors, The Goon. Bah, alors, c'est une série de comics, Arnaud Kikou. Oui. Par Eric Powell, effectivement, qui apparaît à la fin des années 90. Et c'est très difficile à décrire, on va dire. On va commencer par l'intrigue. Donc, grosso modo, on suit le personnage de The Goon. Alors, sachant que The Goon, du coup, c'est un jeu de mots, en fait, puisque c'est à la fois son nom et son métier. Puisqu'en fait, son statut. Ouais. Son statut, c'est ça exactement. Dans la mafia, effectivement, il y a les boss, et puis il y a les goons. C'est-à-dire les goons, c'est les bras droits, c'est les mignons, c'est les hommes de main. Alors les mignons, à ne pas confondre avec les mignons de Moi Moche et Méchant. Mais ça vient de là aussi, le nom, les mignons, vient de là. Tu vois. Justement, en fait, il faut s'imaginer que dans le monde de The Goon, en fait, un personnage du coup musclé, avec une casquette éternellement vissée sur la gueule, gère un peu à la fois les trafics, mais c'est très secondaire, et la protection des citoyens d'une petite ville perdue dans le Middle West. Une petite ville portuaire qui justement évoque beaucoup un petit peu le cinéma d'animation. Si vous imaginez un peu des villes comme celle de Coraline par exemple, ou celle de Tempête de boulettes géantes, c'est un petit peu ce petit coin un peu perdu, ou une technologie un petit peu rupestre, des habitants un petit peu locaux, un petit peu simpliste on va dire. Côtoie justement un imaginaire de film de mafia des années 30-40 avec cet imaginaire de mitrailleuse Thompson, ces gangsters en par-dessus, etc. Et le boss de la pègre locale, c'est le Goon. Et en fait, le Goon, pourquoi? Parce que c'est censé être l'homme de main d'un mafieux qui s'appelle Labrazio, et qui en fait opère au sein de différentes grandes familles de gangsters siciliens. Il se trouve qu'on va apprendre très vite, donc je spoil qu'à moitié qu'en fait Labrazio est mort, tué par le Goon quand il était petit, et que il se fait passer pour le bras droit parce que techniquement il n'est pas italien et donc il n'a pas de légitimité à gérer la mafia, enfin gérer le clan local. Donc ça c'est la base on va dire du scénario, et par-dessus ce côté un petit peu ville paumée, un petit peu conte grinçant, conte macabre, dessin animé, etc., va se rajouter une notion de magie noire, puisque dans la ville il y a le prêtre qui arrive,
Le prêtre qui est donc une sorte de sorcier nécromancien qui ramène les vivants, les morts pardon, à la vie pour se fabriquer une petite armée de truands de sa poche, qui sont donc des zombies en fait. Et le Goon est le seul rempart contre les zombies du quartier. Donc voilà, ça commence un petit peu comme une série un peu à la Mignola. Il y a d'ailleurs des hommages à ces références. Je vois qu'Arnaud Le Feuillette, là, il y a une case qui évoque justement très fort le style de Mignola, tu sais, où il y a le Goon qui saute dans une posture qui fait très Hellboy, justement. Et c'est très inspiré par ce côté un petit peu fourre-tout de l'imaginaire de Hellboy, où en fait tu peux croiser un zombie, un loup-garou, un monstre marin, beaucoup de trucs qui sont pris dans un petit peu Conte de la Crypte, quelque part aussi. Un petit peu, ouais, oui, carrément. De toute façon, même les zombies eux-mêmes, en fait, ont vraiment cette gueule de personnages de très très vieux zombies. Tu sais, un petit peu les zombies pré-Romero qui peuvent parler, qui veulent vraiment manger des cerveaux. Il y a un trafic de cerveaux d'ailleurs dans la ville pour les zombies qui ont faim. Et c'est en général assez violent, assez bête. C'est vraiment très bête. C'est vraiment une série de sales gamins en fait. Parce qu'Eric Powell, c'est un gars, si tu veux, qui aime bien justement ce côté les vieux films fantastiques. Ouais, oui, et puis il s'amuse. Et puis il s'amuse beaucoup. Et en fait, voilà, justement, le Goon a un bras droit qui est un mec complètement con, qui aime bien foutre des couteaux dans l'œil des gens. C'est son gimmick à lui. Dès qu'il voit un œil, il fait couteau dans l'œil. Et voilà. Et donc, effectivement, il y a tout ce côté. En fait, ça évoque vraiment les débuts de Hellboy, justement, dans Dark Horse Presents, où Hellboy allait au Mexique et combattait un chien géant, ou faisait évader une nénette d'un laboratoire de méchants nazis. Là, c'est un peu la même chose. On a un héros taiseux et très carré. D'ailleurs, il y a un crossover avec Hellboy qui est impacté dans le volume. Sauf que c'est beaucoup plus bête, c'est beaucoup plus neuneux, ça joue vraiment avec des codes de dessin animé, très clairement. Et ça peut être dramatique parfois, ça peut être même très sérieux. Il y a des numéros qui sont vraiment assez sombres, où il n'y a pas beaucoup de blagues, mais la plupart du temps, c'est quand même vraiment des vannes méta qui sont assez géniales. Enfin, il y a vraiment des gars qui sont tellement bien sentis, tellement cons, tellement gratos, tellement rentre dedans. Enfin, je pense à un moment donné où, par exemple, le prêtre invoque une créature des marais, un démon des marais qui peut manger la tête d'un agent du FBI, et parce que l'agent du FBI est au courant du lourd secret de The Goon, qu'il a tué la Brasio, etc. Donc il invoque la créature des marais, qui du coup arrive et qui fait, tu vois, qui m'a invoqué, dis-moi quel est mon devoir, etc. Et il lui répond, je veux que tu manges la tête et que tu me dises les souvenirs de ce gars-là. Et tu sais, le démon, il phase un peu, il fait, mais t'es dégueulasse, je vais pas manger ça, en plus, elle est même pas cuite et tout, tu te prends pour un con et tout. Et la case d'après, en fait, tu vois qu'il est attaché à une chaise, et en fait, c'est les zombies qui essaient de le forcer à bouffer la tête en mode genre, tu sais, un petit peu comme un gamin qui nourrirait son bébé en mode genre, et voilà l'avion, tu vois. C'est ça, ouais. Chouchou, voilà. Voilà, et c'est hyper rigolo, mais tout est comme ça en fait, tout est toujours un peu bête, un peu. Enfin, c'est vraiment une parodie en fait, justement, de ce côté Mignolaverse, on va dire. Mais c'est quand même super bien dessiné. Le style d'Eric Powell, justement, bon, qui va s'affiner avec le temps, parce que là, on repart vraiment des débuts quand c'était en noir et blanc, enfin plutôt en gris et blanc. De toute façon, il y a une note d'introduction en fait au début, puisque voilà, c'est donc une intégrale qui regroupe les 3 premiers volumes qui avaient été édités aussi déjà en VF chez Delcourt, où vraiment, enfin, les tout premiers numéros, où tu as même une note qui est écrite par Eric Powell avec Thierry Mornay, où ils disent vraiment, bon voilà, ces premiers numéros, c'est de la merde, mais allez-y, ça vous fera kiffer, vous verrez que. Et ils disent, par contre, voilà, lisez la suite, vous allez voir, ça s'améliore, mais voilà. C'est vraiment marqué, les premiers numéros, c'est de la dope, tu vois. Ouais, en plus, il le reconnaît lui-même. Je suis pas d'accord non plus, parce que c'est quand même. Je trouve que c'est vachement bien dessiné. Oui, mais les graines sont déjà là, effectivement. Mais c'est marrant parce que, justement, au début, Powell a un style vachement plus fin et vachement plus détaillé, justement. Enfin, t'as le Goon qui dit qu'il ressemblait à une meule pelée au début, parce qu'il a vraiment un visage très ravagé et tout. Et puis, petit à petit, justement, il va commencer à prendre un peu plus d'aisance. Alors, justement, là, il y a les scènes de flashback qui sont en peinture, qui sont justement plus détaillées, plus travaillées. En fait, on voit que le mec c'est vraiment bien dessiné. Et puis petit à petit se rajoute la couleur, et c'est vrai que The Goon c'est connu aussi pour sa patte de couleur, parce que Eric Powell est un grand coloriste avec son frère. Nate Powell, je crois, je sais plus exactement son prénom, mais peu importe. Et petit à petit, justement, on va avoir cette espèce de patte colorimétrique, très verte, très jaune, en fait très marécageuse, qui va devenir un peu la signature de la série. Là, même récemment, pendant le confinement, il y avait Mignola qui avait dessiné un squelette de Jason les Argonautes qui avait été colorisé par Eric Powell, et vraiment juste avec la colo, le truc devient vivant, tu vois. Enfin, c'est assez génial. Et puis le trait devient de plus en plus animation, tu vois, ça se prend de moins en moins au sérieux, c'est de plus en plus souple, léger. On explore un bestiaire qui est de plus en plus vaste et compagnie. Ouais, puis quelque part, l'utilisation de la couleur fait un peu disparaître aussi l'ancrage qui était assez prononcé, donc ça rend la chose de toute façon un peu moins sombre, on va dire, d'apparence, même si ça peut le rester un petit peu dans les intrigues. Oui, carrément. Après, même les intrigues s'assouplissent de plus en plus, je veux dire. Plus ça avance, plus on embrasse le côté parodie, on embrasse le côté débile et compagnie. Et
Enfin, sur la fin du volume, vraiment, il y a de moins en moins de numéros qui sont vraiment juste sérieux. Ça existe encore parce que le Goon a un traumatisme avec son premier amour qu'il a perdu dans la ville de Chinatown, qui est un petit peu le motif récurrent. C'est un peu comme Jeremy Renner et Scarlett Johansson dans le MCU avec Budapest, tu vois, c'est un truc dont on parle constamment alors que ça n'a pas vraiment d'importance. Ouais. Mais c'est un peu le leitmotiv, justement, on dit tant qu'on n'a pas encore effleuré cette partie-là, c'est qu'il reste des machins à raconter et compagnie. Donc, c'est vraiment bien foutu, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça vraiment rigolo. Ça fait longtemps que j'avais pas relu The Goon et quand l'intégrale est arrivée, je me suis dit bon bah voilà, je vais juste le feuilleter pour me rappeler mes bons souvenirs et voilà, je pourrais faire la critique. Mais en fait vraiment tu te fais happer par cet univers-là qui est vraiment un nul autre pareil. Et puis ce trait qui effectivement évolue de plus en plus, qui est de plus en plus agréable, de plus en plus dessin animé un peu foutraque, etc. Alors le grand drame de The Goon, c'est que ça n'a jamais été fait justement en animation. Il y a eu beaucoup de projets qui se sont succédés, il y a eu 10 ans, Kickstarter, enfin ça a été super compliqué. Ils ont jamais réussi à le lancer malheureusement. Alors que ça mériterait carrément. Comme tu disais, c'est une série culte et qu'il est bon d'avoir lu justement comme... Moi je fais toujours la comparaison avec Hellboy parce que pour moi en fait je les ai découverts quasiment en même temps, justement grâce à Delcourt et dans les bibliothèques. Ouais. Et il y a vraiment en fait une filiation à établir entre l'amour en fait du fantastique, l'amour des bestioles, l'amour du côté un petit peu années 30, que ce soit justement dans les gangsters avec les grosses mitrailleuses à camembert ou dans les vieux monstres que tu vois sur les affiches justement de vieux films, etc. Sauf que on va dire que... Mignola, c'est un peu le daron sérieux, tu vois, qui fait le truc un peu gris, un peu poétique, etc. Et Eric Powell, c'est vraiment le sale gosse qui a pris les bouquins de son père et qui juste colorie les pages en noir et blanc, toi, tu vois. Donc c'est vraiment bien foutu et je le conseillerais vraiment à tout le monde. Ça n'a pas tant vieilli, il n'y a pas tant de blagues, on va dire, un peu cancel que ça. Enfin, tu as quelques mots d'oiseaux homophobes, on va dire, qui se baladent ici ou là, mais bon, voilà, c'est Eric Powell, c'est pas non plus un mec très fin. Donc voilà, franchement, une très bonne lecture. Et comme tu disais par rapport à Invincible, c'est cool de voir que ces formats ressurgissent pour tous ceux qui seraient passés à côté de ces très grandes BD. Et qui peuvent du coup avoir un meilleur rapport quantité-prix en fait simplement. Bah ouais, parce que du coup c'est une intégrale qui fait quand même 500 pages et qui est assez blindée de bonus dans la fin avec des carnets de croquis et tout ça qui reprennent notamment voilà, toutes ces recherches d'illustration sur les 3 albums qui sont déjà intégrés dedans et voilà donc 40 balles pour 500 pages, ma foi c'est un gros volume à prix je trouve assez accessible Ouais, par rapport au contenu. Très bien, bah écoute voilà donc The Goon l'intégrale chez Delcourt, c'est une sortie que l'on vous recommande. En même temps, on vous a prévenu. En général, quand on vous fait des back issues un petit peu sur la VF, on fait une sélection, on trie un petit peu dans tout ce qu'on a lu récemment. Et on vous recommande ce qu'il y a peut-être de mieux. En tout cas, on a envie de vous intéresser, de vous faire découvrir des choses. Et le deuxième album qu'on a envie de chroniquer aujourd'hui, c'est un truc qui s'appelle Legion of Superheroes, The Great Darkness Saga, la grande saga des ténèbres, donc un titre de la Légion des super-héros de Paul Levitz et de Keith Giffen. Un morceau d'histoire de DC Comics, donc qui nous arrive dans la collection DC Confidential d'Urban Comics, dont le modus operandi, c'est vraiment de faire un peu découvrir l'histoire secrète de DC Comics. C'est pas forcément que ce soit des titres qui ne sont pas connus, mais qui, on va dire, ne sont pas les plus connus. Il y a pourtant certains arcs qui sont assez majeurs, comme les Longbow Hunters de Mike Grell sur Green Arrow, le GSA de Robinson sur James Robinson, de James Robinson. Ils avaient même fait Green Lantern Emerald Twilight, qui est fondamental, puisque c'est la déchéance de Hal Jordan et l'apparition de Kyle Rayner. Oui. Mais et l'intérêt en fait aussi de cette collection, c'est qu'elle empaquete en général 1 ou 2 numéros bonus et beaucoup de préfaces et de postfaces explicatives justement en fait, pour aider à tous les mecs qui connaissent DC que à travers Batman, Superman, etc. à prendre en fait ces personnages-là. Genre je pense aussi au Huntress où tu avais un numéro de The Question pour ceux qui connaissent pas du tout The Question qui était dans l'arc en question. Et effectivement, vu que la Légion c'est quand même c'est connu des aficionados, mais c'est quand même très peu connu par rapport à lore général. Il y avait quand même des épisodes qui étaient sortis, mais dans les publications à Reddit et tout ça il y a très longtemps, de genre avant que toi et moi on ne soit nés. Donc c'est un groupe grosso modo donc de super-héros qui évolue au 3e millénaire, donc au 30e siècle sinon, et qui en fait est constitué de légionnaires tout simplement, et ce sont des individus qui ont chacun leur pouvoir spécial, c'est-à-dire que c'est pas forcément des pouvoirs complètement dingues, mais voilà, quand tu les utilises tous ensemble, ça permet d'accomplir pas mal de choses. Ils sont chargés de protéger grosso modo la Terre et en fait les planètes qui sont dans le futur font partie d'une organisation des planètes unies, tout simplement, ça s'appelle comme ça. Et en fait
grosso modo, il y a eu plusieurs runs qui existent, et notamment Paul Levitz, qui a été par la suite éditeur en chef de DC Comics, ou président, je me rappelle, je crois que c'était Je crois président. que c'était président. Mhm. Ouais. En fait, grosso modo, il a fait un run de 180 numéros sur la Légion. C'est un run qui, dans son ensemble, est quand même une pierre de cette équipe de super-héros. Et parmi les 180 numéros, il y a un arc qu'il a fait assez au début de son run, notamment parce qu'il devait un petit peu relancer la machine, puisque c'était un groupe qui perdait un petit peu en popularité, et qui a fait donc cet arc qui s'appelle la Great Darkness Saga, qui est de toute façon considéré comme un peu le pinacle de son temps. C'est un peu, c'est le meilleur truc qu'il a fait, et ceci pour une raison très simple. Je te donne en mille, Corentin. De toute façon, c'est affiché un petit peu dès la couverture. C'est que voilà, c'est un arc, grosso modo, où Darkseid, qui a été endormi pendant un millénaire, en fait, se réveille et décide en fait de retrouver le pouvoir qu'il avait, et donc commence à envoyer des êtres de ténèbres attaquer différentes planètes pour essayer de récupérer des artefacts, pour essayer de récupérer des personnes et s'accaparer leur pouvoir. Et la Légion des super-héros va donc se rendre compte que, bordel de merde, ils sont quand même en train de se faire attaquer de façon soutenue, violente, par des créatures des ténèbres, dont certaines en plus qui ressemblent à des personnages du passé. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ressemble un petit peu à Superman, tu vois, il y en a un qui ressemble un petit peu en fait à l'ancêtre d'une légionnaire actuelle, donc ça devient de plus en plus bizarre. Et donc arrivera forcément un moment où il va y avoir une grande confrontation cosmique de la Légion des super-héros contre Darkseid. Et voilà, c'est vraiment une très très grande épopée. C'est de l'épique à tous les étages. Mais bien entendu, c'est d'époque, donc c'est un petit peu vieilli. Mais ce qui est vachement intéressant dans cet ouvrage, alors par rapport à ce que tu disais avant, il y a pas de, notamment parce que moi j'avais déjà le volume VO, parce que c'est comme ça que j'avais découvert la Légion. Et en fait, il y a moins de numéros que dans l'édition VO. Mais parce que en fait ils ont enlevé les 3 numéros du départ, parce que c'est vrai que ceux-là en fait ont pas grand chose à foutre avec l'ensemble de l'intrigue de la Great Darkness Saga. Donc quelque part je trouve je trouve ça intéressant dans le sens que ça te met plus rapidement dans le bain, et que ça te fait un petit peu plus, parce que sinon c'est quand même une série qui est un peu, je pense, difficile à aborder, parce que voilà, il y a, je sais pas, il y a 50 membres dans la Légion des super-héros, donc tous les retenir, alors forcément t'as les membres fondateurs qui seront les plus connus, t'as Saturn Girl, Cosmic Boy, Lightning Lad, ce genre de personnages qui sont un petit peu ceux que tu connais le plus facilement. Mais voilà, t'as Bouncing Boy, qui est un mec qui sait rebondir, quoi, qui a un pouvoir un peu nul, mais qui reste aussi important. Et t'as Timberwolf, t'as plein d'autres personnages. Mais ce qui est vachement intéressant dans ce volume, c'est que non seulement t'as cette grande épopée cosmique où voilà, on voyage de planète en planète, on se permet d'avoir des scènes qui sont complètement hallucinées, c'est-à-dire que grosso modo, et bon, ça spoil un petit peu, mais après voilà, c'est un récit d'époque, donc est-ce que ça spoil vraiment? Mais à un moment, on va dire que Darkseid réussit, si tu veux, à placer la planète Daxam, qui est quand même, je sais pas si tu te rappelles, Daxam, c'était une voisine de Krypton, c'est-à-dire que les habitants des Daxamites répondent un peu aux mêmes lois par rapport au soleil rouge et au soleil jaune. Et grosso modo, en contrôlant la planète avec tous les habitants de Daxam, en les plaçant sous un soleil jaune, ils se retrouvent avec une armée de Superman qui peut en fait filer en nuée dans l'espace et détruire des planètes dans un claquement de doigts. Donc tu as vraiment ce genre de scène complètement grandiloquente et assez hallucinante qui sont l'apanage du grand cosmique à la DC de l'ancienne époque. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que tu comprends aussi en fait ce qui fait le sel de la Légion, un petit peu comme les X-Men aussi à la concurrence, c'est un peu ce côté soap, c'est-à-dire que c'est des personnages qui évoluent, qui ont des relations entre eux, donc ils sont assez jeunes en plus. Ouais, c'est ça, oui, ils ont petit côté un peu Titans aussi. Tous la vingtaine, c'est clairement un petit, il y a clairement un petit peu de ça. Et il y a aussi donc voilà, ces liaisons, ces tensions qui se font, des liaisons amoureuses qui se créent ou non, vraiment ce côté un peu teen drama, mais plus même young adult drama, vraiment, parce que c'est pas non plus des adolescents, ils sont censés être assez adultes et responsables. Et t'as aussi quelque part une approche un peu politique, c'est-à-dire à la fois politique extérieure, parce que c'est un groupe, enfin c'est un peu les flics de l'espace du futur, et qui ont demandé aux gardiens de laisser les Green Lanterns en dehors du secteur de la Terre. Ils ont dit maintenant, c'est nous, on protège la Terre, les Green Lanterns, vous dégagez, parce que votre ingérence, vous les gardiens, ça suffit. Et aussi politique interne, puisque il y a toujours un chef qui est le leader de la Légion, mais il reste pas indéfiniment le chef. Il y a des élections internes, et notamment dans ce volume-là, c'était la première fois que c'est Dream Girl du coup qui accède au statut de chef de la Légion. C'était la première fois, je crois bien, que c'était une femme qui dirigeait voilà. le groupe.
Juste attendre 1000 ans et puis c'est bon, ça y est, on peut. Voilà. C'est ça. Le grand remplacement, c'est pas pour tout de Donc suite. voilà, c'est un volume qui permet de découvrir vraiment dans un ensemble là. Donc l'ensemble, ça fait une bonne dizaine de numéros qui permet de découvrir vraiment qu'est-ce que c'était la Légion, de comprendre aussi, notamment avec cet art qui est quand même un des meilleurs, pourquoi ça a été quand même un groupe de super-héros qui a été énormément apprécié du lectorat de DC Comics. Mais il faut reconnaître que ça a vieilli, c'est-à-dire que c'est très bavard. Paul Levitz, c'est toujours quelqu'un qui a été très bavard. Moi, je me rappelle que même dans ces dernières années, quand il faisait les Earth 2, non, les World's Finest, là, tu sais, avec Power Girl et Huntress, là, c'était très, 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 ça causait pour pas forcément grand-chose. Donc, voilà, c'est un dessin aussi de Keith Giffen qui a une narration, enfin, un découpage qui est à l'ancienne. Tu as notamment un numéro d'annual dans cette BD où, systématiquement, tout en haut de page, tu as une sorte de communiqué Telegram, machin, qui résume un petit peu ce qui est en train de se passer et qui est ultra lourd à lire, en fait, aujourd'hui, parce que voilà, il n'y a plus personne qui écrit comme ça. En général. Ouais, et en même temps, faut essayer de t'immerger. Donc voilà, c'est pas le truc le plus accessible de cette collection, clairement. Mais Darkseid, déjà, enfin tu vois, Darkseid, c'est trop bien. C'est quand même le meilleur vilain, le meilleur et le plus grand super vilain de l'univers DC Comics. C'est quand même un affrontement qui est. Mais bien sûr que si. Joker, frérot. Enfin. Non, mais oui, mais de l'univers DC, pas de l'univers Batman. L'univers Batman, c'est limite un univers à part, tu vois. Mais non, mais Darkseid, c'est quand même le feu. Franchement, je suis désolé. T'inquiète. Donc voilà, non, c'est vraiment une belle épopée. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce travail d'époque. Et en même temps, vu que en même temps, Urban a aussi commencé à publier le titre Legion of Superheroes de Brian Michael Bendis, ça permet aussi de voir d'où on part et d'avoir un bon échantillon. Donc voilà, moi c'est une lecture que je recommande aussi, en étant conscient des limites que ça peut avoir. C'est-à-dire que si vraiment vous supportez pas la narration à l'ancienne, c'est peut-être pas le truc que vous voulez absolument mettre dans votre bibliothèque. Mais pour moi, quand je l'avais découvert à l'époque, c'était vraiment un coup de cœur assez immédiat par le contexte, par le fait aussi que tu n'es même pas perdu. C'est vraiment que tu les découvres un à un. Il y a des petites fiches explicatives à la fin que Urban a mis, donc c'est ça un peu l'apport qu'ils ont mis dans le bouquin. Mais même quand tu connais pas du tout la Légion, que tu découvres comme ça, en fait, ils te prennent la main un petit peu. Au final, c'est pas grave de pas savoir ce que Timberwolf et Bouncing Boy ont fait les 50 numéros d'avant. Tu prends le chemin avec eux, tu découvres un peu un groupe de jeunes qui galèrent à protéger l'univers parce qu'il y a une menace cosmique complètement délirante. Et voilà, donc c'est vraiment un bon récit que je vous recommande et donc qui est sorti chez Urban Comics dans cette collection DC Confidential. Donc ça coûte 22,50 €. C'est un bon rapport quantité-prix. Comme toujours, de toute façon on le sait que que Urban pas fait payé par Urban, je pense sincèrement. Non, on n'est pas quantité-prix. Non, mais c'est qu'est-ce que je veux dire? Il reste encore les moins chers du marché, quoi. C'est-à-dire que grosso modo tous les autres sont alignés sur à peu près les mêmes prix. T'as Panini qui est un petit peu au-dessus et Urban fait encore des tomes effectivement qui sont les plus accessibles que d'autres. Donc ça c'était Great Darkness Saga et on va passer à un autre titre. Et je vais continuer le solo qui coule. un peu mon monologue, mais là du coup c'est Du coup, je peux juste t'interrompre avant que tu passes. Oui, tu peux bien sûr. C'est juste mais bien sûr, on peut m'interrompre, on peut le faire. Mais bien sûr, mais on le fait d'ailleurs. Oui, voilà, c'est en cours. Faites-le. Mais non, c'est juste, tu vois, tu disais bon, c'est vieux, ça a vieilli, etc. Moi, je sais très bien effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, qui même ne supportent pas en fait de lire de l'ancien. Ce que je trouve toujours assez paradoxal parce que genre au cinéma tu te dis pas oh là là je peux regarder The Breakfast Club ou Ferris Bueller parce que les jeunes n'ont pas de smartphone et donc je me reconnais pas dedans, tu vois. Non, mais après t'as des façons de jouer, t'as quand même une certaine impression d'époque. Cinéma, tu vois. C'est pour ça que enfin je te contre-coupe. C'est ça nul du coup. Mais moi je sais que j'ai ce rapport par exemple à la musique, tu vois, notamment dans le métal, je supporte pas le heavy metal et les années 80, le hard rock et le thrash metal, tout ça. C'est ça, je déteste Metallica, j'ai horreur de ça, quoi. Ouais. Parce que ça apparaît dans mes oreilles, ça sonne comme un truc qui est daté, qui ne me correspond plus du tout. Et pareil pour les films, tu vois. Il y a plein, tu sais que tous les vieux films, les Truffaut, les Audiard et tout ça, j'ai pas envie de les regarder parce que. On va pas en parler, Arnaud, parce que j'ai envie de te jeter des objets à la tête. Mais j'ai pas envie. Mais si vous êtes moins Arnaud et plus Coco, je veux dire voilà, moi j'adore Tribe Called Quest, tu vois, par exemple, j'adore Gangstar, tu vois, le rap moderne limite même m'intéresse un peu moins que ce qui se faisait justement à l'époque, et je pense que
Même déjà pour connaître l'histoire entre guillemets de la BD, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe, ce qui s'est passé avant, Oui, comment on en est arrivé c'est sûr, là. hein. Et puis merde, enfin je veux dire, un bon Hitchcock par exemple, il est exigeant, il est bien filmé, même si les acteurs jouent effectivement comme ci comme ça, même si le rythme est comme ci comme ça. Là je pense que Tu sais que j'ai toujours pas vu Psychose, hein. ah ouais, Ouais. bah, je me barre. Non mais voilà, mais je dis Hitchcock pour dire un truc parce que c'est voilà, c'est la référence que De tout toute le monde façon, cite je pense et que compagnie, tu mais- cites n'importe quelle grande référence, je suis sûr que je peux trouver un truc que j'aurais pas vu ou pas. D'accord, regardé. bah oui, pareil. Pareil, personne n'a tout vu de toute façon. Mais justement, c'est intéressant parce que quelque part, Urban, du coup, là, petit à petit, ils se mettent à aller piocher un peu dans les classiques de la ligne claire. Il y a Swamp Thing de Moore qui est arrivé, il y a les Doom Patrol, bon, qui sont relativement récents, ça 30 balais, quoi, grosso modo. Enfin, pour Doom Patrol. Mais voilà, enfin, il faut pas oublier justement que en France, on passe à côté d'une très très grosse partie de l'histoire des comics parce que justement, beaucoup de gens. Si ça n'a pas la gueule de Jim Lee, enfin si c'est pas le dessin de Jim Lee, si c'est pas précisément les trucs qu'ils peuvent retrouver en tous les mois avec tome 1, tome 2, etc., les gens n'y vont pas et je trouve ça vraiment très dommage. Parce que justement, il y a plein de. Là, on a peut-être pas assez dit, mais The Great Darkness Saga, c'est vraiment considéré comme un chef-d'œuvre de son temps. Ouais. C'est un truc que tu trouves dans les listes des top 50 de comics de DC à lire. Peut-être pas autant que DKR ou Watchmen et compagnie, mais c'est vraiment un truc super important en super-héros. Et donc, moi, je conseillerais aux gens, pas forcément de l'acheter, mais au moins de s'y intéresser, même si vous n'êtes pas forcément. Si vous êtes juste sur le moderne, essayez quand même de lui donner sa chance. Ouais. Voilà, c'est tout. Et puis Darkseid. Et voilà, puis Darkseid. De toute façon. Et puis Moon Girl, elle est bien aussi. Moon Girl. Si, Moon Girl. Dream Girl, je confonds. Dream Girl. Mais il y avait eu, c'était pour Future's End, il y avait eu un numéro. C'est con, tu vois, c'était un événement de merde chez DC, mais ils avaient fait un numéro avec des membres de la Légion. Il y avait notamment avec Dream Girl qui était un peu dans une sorte de. C'était un numéro concept où en fait elle était un peu enfermée dans son propre rêve qui tournait en boucle. C'était hyper bien, c'était super joli, c'était ultra bien narré. Donc voilà. Ok. C'est juste comme ça en fait. Non, mais y a pas de- J'ai juste ce retour d'un numéro, voilà, parce que la Légion du coup avait été salement annulée pendant la période New 52 quoi. Oui, bah où, oui, parce que c'était Justice League 3000 qui se passait en l'an 3000. Non, Il y mais a ce pas que je veux de dire, c'est que Légion à ce tu avais une moment-là, série Legion, et en fait, la série s'était conclue en te faisant comprendre que toutes les aventures que tu vis et que tu avais lues pendant des années, en fait, ça se passait sur une terre annexe, que c'était un truc parallèle, et du coup, c'était pas, limite, c'était pas canon, ça Ah, comptait ok. pas, et voilà. Et c'était juste fini comme ça. Je sais que les lecteurs avaient été hyper amers là-dessus. Donc, on continue toujours en VF, et là, on passe du côté du label Urban Link, donc qui est vraiment une enseigne qui est là pour apporter en fait du roman graphique young adult ou de la série young adult, c'est-à-dire que c'est pas de la jeunesse non plus, et clairement avec le titre qu'on va aborder, c'est pas du tout pour les jeunes, mais c'est vraiment voilà young adult, donc fin adolescence, jeune adolescence, je sais pas comment, c'est un terme un peu difficile à définir, je trouve. Oui, non, c'est adolescent. Moi, j'aime bien dire adolescent pour Young Adult. Ouais. Je trouve que ça sera du bien. Mais donc voilà, et donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça s'appelle Something is Killing the Children. Donc c'est Quelque chose tue les enfants. Ouais, c'est pas cool de tuer des enfants par Oh, ailleurs. ça dépend. Bah non. Il y a des situations. Non, trop pas. Je ne cautionne Il y pas. a des gamins qui jouent à Fortnite, mec. Oui, mais mec, tu joues à Pokémon et puis voilà. Oh là là. Je pense que Oh là là. le Qu'est-ce que tu viens de dire, toi le regard que les adultes de l'époque ont joué à Pokémon est le même que celui que tu as sur les jeunes qui jouent à Fortnite aujourd'hui. C'est tout ce que j'essaie de te dire. D'accord. Ben, je m'en vais. D'accord. Vas-y. Bref, attaque, c'est écrit donc par James Tynion IV, que vous connaissez très certainement puisqu'il a écrit Detective Comics Rebirth. Maintenant, il est le scénariste actuel du titre Ouais. Batman. Et il a un nom de Pokémon. Et il a un nom de Ouais, Pokémon. Tignon. Tu connais pas Tignon? Ah oui. Ouais. Pff, Ah, il y a un mec qui m'a dit qu'il tu vois, fallait dire Tignon parce qu'en fait c'est Tyson, mais Tyson plus Nion en fait. Donc Ouais. c'est Tignon en fait. ouais, mais tu vois, il y a quand même une raison pour laquelle il n'y a pas de hashtag Corentin rigolo. Tu vois. On vient de le Non, mais comprendre. j'accepte, mais j'aime bien son nom du coup. Donc, James Tignon, tu donc vois. voilà, ce scénariste-là qui opère aussi en indé sur d'autres séries, et c'est dessiné par Werther Del Eldera. Je le prononce très certainement un petit peu mal. Et alors, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Eh bien, figurez-vous que effectivement, il y a quelque chose qui tue des enfants. Donc on se passe, c'est un petit peu dans une de ces villes un peu reculées des États-Unis, Dans le Maine. dans le Maine, voilà, forcément. Alors, je sais plus si c'est dans le Maine vraiment, je crois que c'est dans le Colorado. Mais L'Ouest, quoi. donc c'est une ville qui s'appelle Archer's Peak, qui est, en fait est victime d'une vague de disparition de gamins. Et en fait, ça commence, tu vois, un jeune garçon qui s'appelle James, qui est en train de raconter, c'est un peu le souffre-douleur un peu de sa bande de potes, tu vois, mais ils sont en train de se faire une petite soirée façon un peu char de poule en disant ouais, vas-y, on se raconte des histoires et tout ça.
Et là, le gamin leur dit ouais, ben l'autre soir, dans mon jardin, j'ai vu une forme trop bizarre, un monstre et tout, qui se baladait. Je me suis planqué pendant 1 heure et après, elle avait disparu. Là, les gamins, ils font non, mais en fait, tu nous racontes des cracks et tout ça. Il fait non, mais si c'était par là, venez, on va aller voir. Bon, bah du coup, le lendemain, on le retrouve dans une mare de sang avec les cadavres de tous ses copains à côté, et du coup, bah, il est le seul rescapé. Arrive en ville une jeune femme blonde avec des très grands yeux qui se fait appeler Erika Slaughter, voilà, qui débarque dans la ville et qui justement va retrouver James et lui dit bon, voilà, moi je sais ce qui est en train de se passer dans cette ville parce que c'est pas la première fois que j'interviens dans une ville où il y a des gamins qui disparaissent. Clairement, il y a des monstres dans cette ville truc et moi je suis là, grosso modo je suis là pour les buter. Et donc tu vas avoir vraiment ce genre c'est un récit d'horreur vraiment clairement parce que c'est assez terrifiant graphiquement par moment. Enfin, là, il lésine pas du tout sur l'aspect horrifique, c'est même gore par moment. Et vraiment, donc d'avoir un peu cette chasseuse de monstres avec voilà, ce gamin un peu paumé qui va essayer de l'aider tant bien que mal, alors qu'elle elle a un peu vraiment cette figure, tu sais, de la personne qui connaît ses bails, elle sait à quoi elle a affaire, et bien entendu, ben, tous les autres ne vont pas forcément la croire, vont se méfier d'elle parce que c'est quand même une meuf qui se balade avec des ciseaux, enfin des sécateurs et des couteaux dans son sac. Donc forcément, quand la famille des disparus ou le flic la rencontre, ils se disent non mais en fait c'est toi qui es en train de buter les gens, tu vois, parce que de façon rationnelle tu réagis là-dedans. Donc voilà, c'est le premier album, donc c'est un petit format chez Urban Link, donc c'est souple, c'est un peu pour leur tagline, c'est le roman graphique qui ne te lâche pas, comprendre qu'avec la petite taille, le faible poids, tu peux l'emporter un petit peu partout. Voilà, donc c'est les 5 premiers numéros de cette série qui a cartonné de ouf chez Boom Studios, et franchement je comprends très bien parce que c'est hyper prenant en fait. C'est justement, on évoquait un peu Stephen King avant, mais ça c'est vraiment, pour le coup, ça te prend au trip vraiment, tu es vraiment happé dans cette histoire qui te dit, enfin, où vraiment tu dis ouais, ok, le monstre, leurs designs sont charmés, tu flippes vraiment pour les personnages, tu te dis vraiment comment ils vont s'en sortir, et voilà, au fur et à mesure de l'album, tu vois que le problème est bien plus vaste que le seul problème lié à Archer Speak. L'héroïne, elle a un cara design de ouf, donc le dessin de Werther Dell'Era est vraiment très stylisé, c'est très stylisé, tu ressens pas trop l'ancrage parce que ça disparaît beaucoup sur la mise en couleur et tout ça, donc t'as pas non plus trop de marquage entre les personnages, tu vois, et le décor et tout ça, donc c'est assez c'était pas uniforme non plus, mais c'est assez homogène, je dirais, dans l'approche. Et en même temps, ben il y a une vraie recherche sur le design non seulement du personnage mais des monstres aussi. La mise en scène, elle est, ouais, c'est ce que je disais avant, donc c'est quelque chose qui vraiment te pousse à tourner la page, à continuer la lecture. Ça se lit assez rapidement au final, donc c'est vraiment un pari réussi. Je comprends tout à fait pourquoi ça a si bien marché chez Boom. Quand ça s'est lancé, c'était déjà il y a 2 ans, je pense, et ça a fait un peu partie des premiers titres qui ont commencé à vraiment forger cette nouvelle image de marque que Boom Studios maintenant a sur le secteur de l'indé. Donc c'est à la fois effectivement un truc que tu peux conseiller si tu veux au lectorat cible young adult, parce que voilà, c'est des personnages qui sont assez jeunes, il y a des adolescents, il y a voilà, cette jeune femme Slaughter qui est Erika, qui est dans la vingtaine, on va dire grosso modo, donc c'est peut-être plus facile de s'identifier, et en même temps c'est bien écrit, c'est très joliment illustré, ça te prend au trip, ça te divertit, ça évoque toujours aussi un petit peu cette figure de l'imaginaire, tu sais, que seuls les jeunes esprits sont encore capables de voir, parce que quand tu es adulte, en fait, tu es t'es trop carré dans ta façon de penser, dans le fait que tu crois plus aux monstres. Donc si tu n'y crois plus, les monstres ne peuvent pas exister. C'est un peu pour ça aussi que les jeunes les voient et se font buter, alors que les adultes, quelque part, sont un petit peu immunisés. C'est un Comme peu dans ça. Voilà ce que j'allais dire, comme dans ça. Donc voilà, c'est hyper prenant. En plus, c'est vachement accessible en termes de prix, hein, parce que je crois que c'est 14 €, 14,50 €. Donc une lecture que je vous recommande. Il y a très peu de choses de chez Urban Link que je vous recommanderais pas forcément, parce qu'il y avait le Wonder Woman Legendary, le Supergirl Being Super, le les Harley Quinn Breaking Glass, même le Catwoman Under the Moon était vraiment cool à lire. Et là, par contre, le Giants, on l'avait abordé, le Giants, dans un précédent. J'ai eu des bons retours dessus. Et donc voilà, donc là c'est cool, c'est parce que c'est Urban Link, c'est pas non plus les trucs de DC Comics en version adolescence, c'est aussi voilà, donc des titres indés d'autre côté. C'est Urban en fait, quoi. Avec c'est de l'indé et des super-héros. Ça reprend le truc, mais par contre c'est quand même quelque chose qui est différent. Oui, dans bien sûr, l'appellation ça reste la ligne Comics, Urban qui justement se limite pas à faire un relais de DC Comics en France, quoi. Voilà, c'est ça. Donc vraiment une recommandation, et en plus devine quoi. Qu'est-ce qui est quoi c'est le retour des cadeaux.
Ah, C'est le retour des cadeaux dans First Print, dans les back issues, on oui, va le faire gagner. puisque voilà, il y a 2 exemplaires donc de Something is Killing the Children à gagner en écoutant ce podcast, mais surtout pour participer, vous le savez, la règle elle est très simple. Une fois que vous avez écouté ce podcast et si vous avez la chance d'être sur Twitter, allez-y, partagez tout simplement le post donc du podcast. Donc voilà, vous faites RT et paf, ça vous met dans la Le liste choc à pic. des participants et vous repartirez peut-être avec l'un des 2 albums en jeu. Paf. Et donc voilà, moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous proposer ce genre de bouquin que j'ai bien kiffé. Comme ça, vous les kifferez aussi. Et donc merci Urban Link pour ceci. On continue et du coup, je vais un peu plus te laisser la parole, Corentin, puisque là les gens se disent, tiens, c'est incroyable, on n'a jamais entendu Arnaud parler aussi longtemps d'affilée. Alors, on va causer Murky World de Richard Corben. C'est sorti tout récemment chez Delirium. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bande dessinée, Arnaud. Ah, d'accord. Alors, Murky World, c'est la dernière bande dessinée de Richard Corben, donc un nom qui est quelque part presque plus connu en France qu'aux États-Unis, paradoxalement. Donc, pour ceux qui ne voient pas, Richard Corben, c'est. D'ailleurs, je vais encore vous parler de Hellboy, du coup, c'est bien. C'est un dessinateur, mais aussi un scénariste, qui a fait ses débuts dans les années 70 à peu près, dans les comics underground. Donc, est un américain, mais qui a ensuite travaillé au moment de la fondation de Metal Hurlant, par Druillet et Mobius, en France, en fait, où il a commencé justement à illustrer des histoires de science-fiction, des histoires de fantasy aussi. C'est un mec qui a un imaginaire assez vaste, où il y a toute une série en fait de motifs clés récurrents qui reviennent régulièrement dans sa bibliographie. Là, en l'occurrence, on est sur un de ses leitmotifs les plus anciens, qui est l'hommage en fait à Robert E. Howard, donc à Conan le Barbare, puisque c'est à nouveau un monde de fantasy dans lequel on va suivre le personnage principal, dont le nom va pas me revenir, Tugat, je crois que c'est ça. C'est ça, Tugat, ouais. Voilà, Tugat, qui apparaît au milieu de la brume, donc du monde trouble, du Murky World, et va effectuer une boucle temporelle en fait, où il va revenir en arrière dans le temps, vivre l'aventure qu'il a vécue pour le mener au début du bouquin, et apprendre très peu de choses au passage, puisque un petit peu comme beaucoup d'artistes du label Metal Hurlant Heavy Metal, c'est un mec qui a un humour un peu corrosif, on va dire, et qui aime bien en fait se foutre de la gueule de son propre travail. Et en même temps, il a aussi un truc qui est très personnel, je pense que ça n'a pas beaucoup changé avec le temps, c'est que c'est un mec qui aime bien mettre du gras, on va dire. C'est-à-dire qu'il aime bien justement les héros un peu bébêtes, il aime bien les nanas un peu, on va dire, qui ont des poumons impressionnants. Qui ont des grosses miches, tout simplement. C'est plus la poitrine, son truc à lui. Mais la poitrine, c'est les miches. Non, c'est le cul, les miches, Arnaud. Mais non, Oh là tu là. peux dire, mais non, des grosses loches, Oh là là. tu préfères, voilà, j'essaie d'avoir une expression un peu beauf pour Bon, voilà, des trucs écoute, avec des femmes qui ont des gros nénés. Voilà, qui ont des poitrines généreuses, on va dire. Et donc du coup, c'est toujours ce style très particulier, parce que Corben justement est très connu pour ce style très bizarre en fait, qui est. Est-ce qu'on peut dire que c'est moche quand même? On peut le penser. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils ne supportaient pas le style de Richard Corben. C'est vrai que moi je connais pas tout Richard Corben, mais là, Murky World, je trouve ça particulièrement laid. Après là, il a 80 ans, tu vois. Oui, donc, oui. quelque Ah oui, part, non, c'est sûr, mais c'est forcément plus compliqué, mais franchement, il y a même assez peu de choses qui ont changé en fait depuis 40 ans. Depuis toujours, Corben, il a un style qui tend vers la caricature. C'est-à-dire qu'il aime bien justement les physiques pas Difformes, possibles, ouais, les tronches ouais. pas possibles. Il te met des angles entre guillemets de caméra qui font que les personnages sont vus en contre-plongée, ils sont encore plus moches et tout. Il a un goût aussi pour la nudité vraiment gratos. Genre, si vous regardez par exemple la fiche de masculine comme féminine. oui, bien sûr. Mais si vous regardez la fiche de Neverwhere sur Google Images, par exemple, vous verrez que le personnage principal et l'héroïne principale, on va dire, sont superposés dans une position qui fait qu'on dirait que le mec la prend en levrette. C'est une fiche qui est hyper connue, qui est un de ses signatures move, on va dire, dans l'industrie des comics. Et c'est justement très l'humour gras, on va dire, un peu de Corben qui s'amuse, quoi, on va dire. C'est une sorte de grand parodiste qui a toujours aimé justement faire du Conan sans la noblesse de Conan, mais il a même adapté en fait des nouvelles de Robert E. Howard, pour le coup très premier degré. Mais si vous prenez Den par exemple, qui est une des sagas les plus connues, c'est un jeune geek qui se retrouve happé par un monde de fantasy, sauf que quand il arrive dans ce monde là, il est à poil, hyper musclé, et toutes les meufs veulent coucher avec lui. Donc voilà, c'est vraiment un délire c'est un artiste nerd, on va dire, qui aime bien rigoler, qui aime bien se foutre de la gueule du monde, et qui effectivement a un style vraiment très très particulier. Alors, toi tu trouves ça moche, mais effectivement ça fait partie justement de ces styles de dessin uniques au monde.
unique en son genre en tout cas. Corben, il est aussi connu pour avoir un style plus noble par endroits. Justement, il a commencé chez Warren avec Eerie and Creepy et Vampirella. Et à l'époque, justement, le trait était peut-être plus simple et moins caricaturiste. Aujourd'hui, on retrouve un petit peu sa générosité dans le trait et il a cette espèce de rapport très bizarre aux couleurs. En fait, c'est des couleurs très réalistes, des espèces d'aplats numériques justement très chargés, qui viennent aussi de l'époque où il travaillait dans l'animation. Et par-dessus des corpulences qui veulent rien dire, où tout le monde est courteau, où tout le monde est trop musclé, où les meufs ont des trop gros seins, où les gueules veulent rien dire, etc. Donc moi je trouve ça assez hypnotique, j'avoue. Mais bon, je suis fan de cette BD underground très particulière. Effectivement, je pense que si on était nourri à Jim Lee ou même à Mobius en général ou à tout ça, on tombe là-dessus, on se demande ce que c'est. Il n'y a pas que Jim Lee et Mobius non plus. Hein, mais, non, mais après, bah, je peux. Si non, mais faut dire que c'est un style qui marque l'œil et qui ne sera clairement pas apprécié de tout un chacun. Mais je pense que c'est comme Trauma, tu vois, c'est comme le cinéma de Trauma. Ouais. Tu commences au départ, tu te dis ouais, c'est mal foutu, c'est mal filmé, c'est un peu abject, c'est branli-branlo, les couleurs elles sont criardes. Il y a vraiment ce style criard en fait chez Corben, c'est presque du dessin volontairement vulgaire. Sauf qu'après il a aussi une générosité dans justement les découpages, dans la façon dont le trait se propage sur la page. Il y a eu des bouquins qui ont été écrits sur la façon dont il utilise les couleurs par exemple. C'est vraiment un mec qui compte et qui a d'ailleurs été décoré du prix d'Angoulême, enfin du Festival international de la BD d'Angoulême il y a 2 ans. D'ailleurs, on voyait ses peintures, on voyait un petit peu comment son style avait évolué. En fait, on comprend que petit à petit, il fait de moins en moins d'efforts en fait pour assouplir ce que lui il aime bien, ou pour préférer entre guillemets s'amuser avec justement ces gueules pas possibles et cette violence, parce que c'est très violent aussi. Qu'il aime bien. Donc voilà, moi je le conseillerais grosso modo aux fans de Corben. Si vous ne connaissez pas Corben, évidemment, je pense que c'est un peu compliqué d'entrer dedans par là. Essayez plutôt peut-être les anthologies Eerie and Creepy qui ont été faites chez Delirium aussi, qui a aussi fait Monde Mutant. Alors Monde Mutant, c'est un peu plus accessible parce que c'est pas lui qui écrit, donc c'est un univers plus sérieux, on va dire, qui est un peu un monde de post-apo à la George Romero, on va dire, plus violent, plus social, mais aussi plus survivaliste. Du coup, ça peut vous aider peut-être à vous y mettre, parce que c'est très joli. Moi, personnellement, je trouve ça très joli, tu vois, mais j'ai conscience de ce que je regarde, tu vois. Donc voilà, que vous dire de plus. C'est intéressant parce que Delirium est vraiment allé chercher Corben avant la fin de la série aux États-Unis. Elle est publiée dans le magazine Heavy Metal, donc qui est la déclinaison originellement, la déclinaison américaine de Metal Hurlant. Qui continue de publier du Corben parce que c'est un abonné, hein, il a fait toute sa carrière avec eux. Même le film Heavy Metal reprend des visuels de Corben. Donc voilà, si vous voulez découvrir Corben, il y a aussi Hellboy au Mexique qui a été fait, Hellboy par Richard Corben justement, qui a été fait chez Delcourt et qui pour le coup est vraiment plus accessible parce que c'est Corben qui fait du Mignola, notamment le passage génial avec qui a d'ailleurs été fait dans le film de Daniel Marshall avec ce catcheur de lucha libre qui devient un vampire. Comment dirais-je, chauve-souris, qui pour le coup est vraiment magnifique à regarder en BD, qui est beaucoup moins intéressant à regarder en film. Mais voilà, pour moi c'est un truc qui quelque part plaît à une catégorie de lecteurs qui peut-être maintenant à 40 balais et a connu justement la publication de Metal Hurlant en français. C'est toujours intéressant à découvrir. Je pense que c'est de la BD qui ressemble à aucun autre style de BD. C'est à la fois complètement con, complètement gratos, complètement halluciné et finalement pas si inintéressant. On peut même le voir justement, on peut même se dire que Tougat, qui vieillit en accéléré dans le volume, qui essaie toujours de niquer des meufs sans grand résultat, en fait c'est la vie de Corben, tu vois, quelque part. C'est lui qui se regarde en tant que vieil homme qui a fait beaucoup de BD de cul et qui interroge un petit peu son héritage, on va dire. Mais même sans l'intellectualiser, c'est vraiment juste une bonne parodie de Conan, avec vraiment voilà un artiste qui reste quand même assez agile de ses crayons compte tenu de son âge. On en a vu qui ont plus mal vieilli que ça. Ouais. Et puis ça reste cool de la part de Delirium d'aller chercher, justement, on parlait tout à l'heure du côté le patrimoine en comics qui se perd un petit peu. Corben, il est connu justement du jury d'Angoulême, il est connu de quelques lecteurs fans d'Underground et compagnie, mais il est très peu connu des nouveaux lecteurs qui rentrent dans le comics ou dans la BD aujourd'hui, alors qu'au final il continue à travailler et avec un travail qui justement a pas grand chose à envier à ce qu'il faisait au début. Donc moi je trouve ça vraiment super cool que ça continue d'exister et que justement pour les mecs comme moi qui aiment bien, t'es des éditeurs comme Delirium qui prennent ce genre de risque d'aller chercher ce genre de BD alors qu'ils savent très bien que ça marchait vraiment très 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 niche, particulièrement aujourd'hui. En plus c'est un très beau format d'édition en termes de bouquins. C'est un éditeur qui soigne
clairement les Oui, bouquins je qu'il est. l'ai pas dit, mais il y a une galerie de croquis à la fin du volume qui est très très généreuse aussi. Voilà. Voilà, donc un livre que vous pourrez vous procurer pour la modique somme de 25 euros. Et on vous rappelle que dans la description du podcast sur Aosha et sur le reste, on met des liens pour commander les bouquins si ça vous intéresse chez Comic Zone. C'est une façon à la fois de soutenir un libraire indépendant avec qui on est copains et partenaires depuis quelques temps. Et quelque part, et en commandant chez eux avec les liens du podcast, nous, ça nous aide aussi un petit peu en touchant une toute petite somme sur l'affiliation. Donc voilà, si jamais vous avez l'une de ces lectures qui vous intéresse, n'hésitez pas à checker les liens dans la description. Mais j'insiste quand même, pour le coup, je sais qu'il y a des gens qui parfois nous font vraiment aveuglément confiance et qui vont justement investir en se disant ah ils en ont parlé, c'est sûrement très bien. Là vraiment c'est un produit très à part. Hein. Je veux dire, la narration c'est une bulle de dialogue par case, pas plus, c'est assez taiseux. J'ai pas trouvé que c'était si taiseux que ça par contre moi personnellement. Quand même. Par rapport au rythme, justement tu parlais du rythme qui vieillit, par rapport au rythme d'un comics moderne où ça tchatche, où il y a de la punchline et compagnie, des fois même tu perds le sens des répliques, où il y a même des fois des petites incohérences dans ce qui se dit, tu vois, parce que c'est une rêverie en fait. C'est une rêverie qui a un début, enfin c'est un peu genre Inside Llewyn Davis au niveau de la boucle temporelle qui se conclut, on va dire. Mais c'est vraiment super particulier. Donc moi je vous dis au moins feuilletez-le avant de l'acheter. Ou alors vraiment découvrez justement Monde Mutant qui est pour le coup vraiment plus simple. Est-ce qu'on a encore le droit de feuilleter des bouquins en librairie? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça va rouvrir. Enfin, ça a rouvert là, ça y est. Oui, non, ça a rouvert, mais je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, mettez pas du gel hydroalcoolique sur les bouquins, ça ne leur fera pas du bien, ça par contre. Et du coup, on va continuer. C'est moi qui vais un petit peu reprendre la parole en vous parlant de Suicide Squad Renégat de Tom Taylor et Bruno Redondo. Donc la team créative derrière les volumes d'Injustice. Alors Bruno Redondo n'était pas le seul artiste sur les Injustice de Tom Taylor, mais il faisait partie du cheptel un peu de dessinateurs qui était avec lui là-dessus. Tom Taylor, faut-il encore le présenter? Je ne sais pas quand même. C'est quand même un des noms les plus en vue dans le comics mainstream actuellement. Non, je pense pas. Mais grosso modo, vu qu'on a quand même encore au moins 5 heures devant nous, je vais vous faire un exposé. Alors je sors... Tom Taylor, on est en Australie le 25 juin. Mais donc voilà, un scénariste australien qui se fait notamment connaître chez DC Comics en faisant Injustice, en faisant Earth 2, et il s'est notamment avec ces deux titres-là, en fait, il s'était fait un petit peu une spécialité de tuer des personnages DC. C'est un peu sa marque de fabrique, son gimmick. Voilà. Le truc, c'est qu'il le faisait bien parce que dans ses histoires, c'était bien raconté. C'est quand même un mec qui a toujours été très 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 fort sur la caractérisation, sur les échanges, sur les dialogues de punchline et tout ça. Un des gars qui écrit le mieux Harley Quinn quand il l'écrit. Donc vraiment ultra déter. Il a aussi fait carrière chez Marvel, il a fait notamment la All New Wolverine quand c'était X23 qui occupait le rôle à ce moment-là. On attend d'ailleurs toujours de ces nouvelles un petit peu de Dark Ages qui avait été annoncé mais dont on ne sait pas quand ça sortira. Non, c'est vrai. Et chez DC récemment, donc après avoir fait ses débuts chez DC, il avait fait son passage chez Marvel, puis il est revenu en force donc chez l'éditeur à deux lettres avec notamment Deceased qui est un Elseworld où grosso modo l'entièreté de la Terre est attaquée par une équation d'antivie qui te zombifie la gueule, que moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que Corentin n'est pas forcément ultra fan, mais pareil qui en fait est un peu qui se voulait être un peu le Marvel Zombies de DC Comics, mais là aussi. Non, faut pas dire ça. Pourquoi? C'est un plagiat de Marvel Zombies, quoi. Mais non, mais c'est quand même bien. C'est bien quand même. C'est bien fait, c'est bien écrit. Il y avait de nouveau un petit peu ce côté carte blanche, vas-y, on bute des personnages. Donc en grosso modo, quand il avait été annoncé sur le Suicide Squad, on se disait le mec, il va refaire exactement la même chose, il va dézinguer des types, puisque le principe de la Suicide Squad, c'est quand même que c'est grosso modo les forces spéciales composé d'un groupe de super vilains que le gouvernement envoie en général au casse-pipe. Et l'un des principes de la Suicide Squad, c'est que souvent certains de ses membres meurent. Sauf que généralement, c'est les personnages les moins en vue qui passent l'arme à gauche. Et comparé, si tu veux, au premier grand volume de la Suicide Squad, donc de John Ostrander, qui abordait vraiment le fait d'utiliser des super vilains, donc des mecs un peu sans morale, ou avec une morale un peu, on va dire, qui faisait l'équilibriste, quoi, grosso modo. Ambigu, voilà, merci.
C'est Corentin, je crois qu'on l'a déjà fait, le hashtag Corentin Dico, c'est ça. il me semble. Tout en une perche. Donc voilà, donc Ostrander faisait vraiment usage de ce groupe de malfrats pour jouer un peu sur la géopolitique, sur l'interventionnisme américain et surtout la dissension de groupe, puisque c'est quand même tous des salopards et que il y a aucune raison en fait qu'ils aient forcément envie de coopérer ensemble, sachant que ils ont tous plus ou moins envie d'avoir une remise de peine en échange de leurs services, mais ça reste des mecs qui ne servent que leurs propres intérêts, donc c'est-à-dire qu'ils pourraient pas s'empêcher aussi de trahir l'équipe si ça leur permet d'avoir un petit avantage quelque part ailleurs. Même si c'était moins crasseux et plus vraiment une série de commandos et pas forcément une sorte de série de direct ou DVD pouilleuse qui a été fait. Ça, c'est ce qui a été fait après. Voilà. C'est un peu le problème de la Suicide Squad dans les évolutions après John Ostrander, c'est que c'est devenu effectivement plus le groupe de vilains qui défouraille, où c'est vraiment beaucoup plus bourrin, beaucoup plus sanglant. Beauf, moche, sans intérêt. Bon, ça c'est ton avis. Il y avait des choses. Moi j'ai lu tout le New 52 de Suicide Squad. Mais moi aussi. Figure-toi que j'ai lu tout Suicide Squad pour le coup. Alors j'ai pas tout en mémoire, mais j'ai vraiment lu tout, même la toute première version du Golden Age quand c'était mené par Rick Flag et où ça n'avait rien à voir du tout. On la voit dans New Frontier d'ailleurs cette version-là. Ouais. Donc voilà. Donc grosso modo les Suicide Squad Renegade de Tom Taylor, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement c'est le meilleur volume depuis celui de John Ostrander. Voilà, je le dis. Paf. Je l'affirme. Cash. Vous allez faire quoi ? Vous allez rien faire, vous allez juste acheter le bouquin. Lâche le micro. Donc, non, ça risque de faire mal aux oreilles de nos auditeurs et de nos auditrices, mais grosso modo, donc, en fait, il reprend un petit peu une équipe avec des membres qui sont à la fois iconiques comme Deadshot par exemple, tout en mettant Harley Quinn qui est membre de la Task Force X depuis les New 52, et en même temps en fait il envoie d'ailleurs dans le premier numéro, c'est une mission où grosso modo la Suicide Squad doit contrer un groupe un peu de je sais pas de... Alors, c'est pas des terroristes non plus, même si leurs actions sont de nature terroriste, mais c'est un peu des révolutionnaires. Voilà, c'est des révolutionnaires australiens. Donc, ce qui permet à Tom Taylor d'introduire tout un nouveau groupe de personnages, vraiment un ensemble de groupes de personnages. Et la mission se passe, grosso modo, ils s'entrebutent un petit peu tous les uns les autres. Puis à la fin, le twist de ce premier numéro, c'est de dire non, mais en fait, si on vous a fait capturer ces révolutionnaires, c'est parce qu'en fait, la nouvelle Suicide Squad, c'est vous et eux maintenant, et vous allez du coup agir sous notre commandement qui n'est plus Amanda Waller, du coup, qui est pour le coup est mise de côté, et donc il y a un nouveau commanditaire et qui va les envoyer faire des missions où grosso modo là on est vraiment dans de l'ingérence politique, tout ça, puisque grosso modo la première mission qu'il doit faire, c'est aller en fait il y a un pays, je crois sud-américain si je me rappelle bien, où en fait les États-Unis ont été très impliqués dans une élection, sauf que la personne qui était en place et les États-Unis voulaient virer, en fait, elle est toujours en place malgré tout. Donc ils disent grosso modo, oh dis donc, je me demande ce que ça évoque. ils vous disent allez buter la leader actuelle pour qu'on puisse valider l'élection qu'on a trafiqué, quoi. Non, c'est vraiment ça. Et à partir de là, ça part vraiment dans tous les sens, puisque voilà, tu as un groupe, donc les révolutionnaires australiens qui sont pas du tout contents de devoir opérer avec des types qui ont assassiné plusieurs de leurs membres. Il y a des liens forcément avec les personnes qui sont visées par cette opération. Deadshot, Harley Quinn, tout ça aussi. Enfin, ils n'ont pas envie d'obéir justement au nouveau commanditaire qui, en fait, ce qu'ils disent vraiment dans le bouquin, c'est que Amanda Waller c'était un monstre, mais au moins c'était notre monstre, tu vois, on la connaissait, on savait de quoi elle était capable. L'autre, le mec là, il est vraiment en fait genre, si tu lui réponds mal, il appuie sur le bouton et il te fait sauter la tête vraiment, puisque bien entendu dans la Suicide Squad on le rappelle que chacun des membres en fait est contraint de faire ses actions parce que il a un collier les gens ont vu le film ou une nano. Oui, peut-être pas. Oui, peut-être que les gens vous avez cette chance, peut-être que les gens ne l'ont pas vu. Donc voilà, ils sont quand même sous pression de mort constante. Et voilà, donc vraiment c'est un album où les événements s'enchaînent les uns après les autres. Tu sais, pour le coup, tu es vraiment surpris parce que même s'il y a effectivement plein de personnages et tu sais que a priori voilà, ni Deadshot ni Harley Quinn machin ne peuvent mourir, sur le reste des personnages parfois c'est banco et parfois ça y va, et vraiment même certains personnages de poids un petit peu peuvent passer l'arme à gauche. Donc tu es vraiment dans l'attente de savoir qu'est-ce qui peut se passer, quelles seront les trahisons, quels seront les retournements de situation. C'est hyper prenant en fait. Il y a vraiment quelque chose de vraiment très j'ai envie de dire juste divertissant, mais c'est même atténuer un petit peu la portée du truc. Vraiment t'es dedans, vraiment c'est moi comme Ostrander, quoi. J'aime à le répéter, ouais c'est ça, mais c'est pour ça que je dis vraiment que c'est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée à la Suicide Squad depuis Ostrander. En plus Tom Taylor c'est toujours un dialoguiste
scénariste qui est vraiment très très bon. Sa Harley Quinn, elle est vraiment mortelle. Les échanges qu'elle a avec les autres membres, c'est bien. Et surtout, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il introduit tout ce groupe de nouveaux personnages. Et on sait quand même que aujourd'hui, dans les comics, notamment dans le mainstream, c'est dur de présenter des nouveaux personnages et de les faire vraiment s'affilier avec le public. Regarde Duke Thomas, tu vois, le forcing que ça a été. Regarde Harper Row, ce genre de choses. Là, les gars, je te jure, t'as envie de les voir en fait. T'es grave dans leur délire. Ils font des vannes d'Australie parce que du coup, Tom Taylor qui est australien, qui ramène des révolutionnaires australiens, ça me fait trop marrer, tu vois. Mais genre, du coup, est-ce que ils font des trucs d'Australiens entre eux ou... Non, bah après, j'ai pas la culture australienne pour truc. Il y a des punchlines. Après, oui, il y a des punchlines un peu géographiques et tout ça, quoi. Donc, mais c'est pas non plus complètement. Il se fait pas des. Il y a Boomerang aussi, du coup, il est australien, Boomerang aussi. Boomerang est dedans. Alors, Boomerang, il y a un arc, il est carrément une interne dedans. D'ailleurs, ça lui permet d'être aussi présent dans un annual de la série The Flash, donc qui est écrit par Joshua Williamson, que je n'aime pas du tout d'habitude sur The Flash, mais là je t'avoue que cet annual, vu que ça fait intervenir les membres de la Task Force X, de la Suicide Squad, et aussi parce que ça met vraiment l'accent sur le fait que c'est quand même une grosse merde ce type. Oui. C'est trop bien en fait. Vraiment, l'annual cool. Il est vraiment hyper bien, super bien construit et tout ça. Et même Boomerang en tant que personnage, tu le prends quand même vachement plus au sérieux dans la série principale que d'habitude. Donc non, vraiment. Puis Bruno Redondo, il est bon. En fait, c'est vrai que moi j'avais l'habitude souvent que de le lire sur Injustice, qui est un titre publié en digital first, c'est-à-dire que dans la construction des planches, c'est des demi-planches qui sont assemblées ensuite dans la version imprimée. Là, pour le coup, il travaille vraiment sur des planches pleines dès le départ. Donc ça se ressent aussi dans la composition, dans la façon dont il dessine. C'est vraiment très très agréable. Il a vraiment un dessin super joli. Donc ouais, franchement, bon petit coup de cœur de cette fin d'année, quoi. Tu me l'as vendu. En plus, l'avantage de cette série que vous aurez, c'est que c'est une série qui ne durera que... alors, c'est un peu dommage vu que c'est vraiment bon, mais en même temps, c'est aussi bien quand les auteurs en fait disent ce qu'ils ont à dire et ne s'éternisent pas non plus. Donc, ça sera que en 2 tomes. Donc là, c'est le premier, ce sera un investissement assez... Ils vont faire un relaunch quand le film va sortir, probablement. Bah je sais pas parce que oui remarque la série vient de se finir en VO pour le coup quasiment, ou elle est quasiment terminée. Non, elle vient de se finir en VO, donc là il y a le premier tome qui arrive. Oui, peut-être qu'il y aura un relaunch effectivement pour je sais pas comment ça se finit la VO, j'ai pas encore tout rattrapé, mais il me semble que Tom Taylor avait quand même vachement indiqué que Deadshot allait crever, ce qui est quand même un énorme truc, quoi. Donc je sais pas s'il le fait vraiment ou si c'est juste un PR stunt de teasing qu'il avait fait, mais j'imagine oui qu'ils referont sûrement une nouvelle série à l'approche du film de James Gunn. En attendant, ça reste quand même très 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 au-dessus de ce qui a pu être fait depuis Ostrander. Donc soit vous allez dans les archives de la Suicide Squad, qui est donc le run initial, pour découvrir ce que c'était et comment c'était bien, et pour ceux qui veulent une version plus moderne qui soit pas aussi débile que la version DC Renaissance, New 52 là, ou même l'horrible version Rebirth avec Juan Ferreira. Non, elle était bien celle-là. Non, Juan Ferreira c'était juste un arc par Tim Seeley avant le relaunch de Rebirth, mais Rebirth c'était Rob Williams. Oui. Oh là là, tu sais, avec cette répartition sur les premiers numéros, c'était 12 pages de Jim Lee et 8 planches d'un autre artiste, parce que Jim Lee était incapable de dessiner des numéros complets. C'était affreux. Et c'était, tu sais, il y avait eu le crossover Justice League versus Suicide Squad, c'était nul. Donc voilà, donc c'est franchement sombre époque. Ouais, voilà. Après, c'est pas faute d'avoir mis des gens qui sont normalement talentueux. Jim Lee dessine bien. Rob Williams, il avait quand même fait The Royals avant. Enfin, il a fait quand même quelques trucs sympas. Oui, non, mais j'entends bien. Moi, j'y croyais aussi. Unfollowed aussi, c'était vachement bien de Rob Williams. Oui. Si. Ouais. Enfin bref, voilà. Donc la Suicide Squad de Tom Taylor, c'est de la frappe. Donc je vous le recommande vraiment. Ça coûte combien ? Eh bien justement, là, tu vois, je suis en train de me rappeler du prix. Je suis en train de me rappeler du prix. Je suis en train de chercher. Quelle belle façon de le dire. Ouais, c'est ça. Attends, mon ordinateur cérébral est en train de chercher. Voilà, donc c'est un premier tome qui est à 19€ donc chez Urban Comics, et clairement une lecture que je vous recommande parmi les dernières sorties de l'année, au contraire de Death Metal dont on vous reparlera dans un prochain Back Issues. Mais voilà, donc ça ne le lisez pas, c'est complètement gratuit, mais voilà. Allez, on continue et on va faire un petit tour du côté de Panini. Ah bah oui. Bonjour Panini Comics. Qu'est-ce que vous nous sortez aujourd'hui entre 40 albums qui ont tous été compilés sur 2 semaines à cause de la réouverture des librairies, un peu compliqué, mais nous on avait envie de parler de quelque chose qu'on a un petit peu déjà abordé dans First Print avec un Super Friends tout récent avec Paul Renaud. Parce que évidemment on va parler donc de Avengers Defenders Tarot de Alan Davis et Paul Renaud, Corentin. Ou juste Tarot.
En VO, Ouais, c'est mais juste Taro. oui, mais voilà, pour dire qu'il y a les Avengers et les Defenders dedans à l'ancienne. Corentin, parle-nous un petit peu de Taro. Eh ben, c'est super intéressant. Enfin, c'est super bizarre, très honnêtement. La série commence donc avec les Defenders, précisément les Defenders, justement, donc Doctor Strange, Namor, Captain Voilà, America. pas les Defenders Netflix. Même, en fait, ça revient au premier Defenders qui était justement Captain America, Namor et la Torche, la première Torche, pas la Torche des 4 Fantastiques, qui sont en mission en Allemagne, en France justement, et qui combattent les nazis, donc comme dans le canon, on va dire, fictionnel de l'univers Marvel. C'est une scène un petit peu à la Hellboy, ils combattent une sorte de chef du département occulte du Troisième Reich, comme d'habitude, qui s'appelle Occulte d'ailleurs, justement, c'est rigolo. Et pendant le combat, Captain America devient Hulk. Donc là, on se demande un peu ce qui se passe. Il devient Hulk et flash forward au présent, on voit en fait que Doctor Strange, avec ses amis, combattent une sorte de sorcier qui a mis la main sur un artefact qui permet à peu près de contrôler le réel, d'invoquer des démons un petit peu Lovecraftiens, etc. Enfin, d'ouvrir des portes dimensionnelles. Et puis, on va connecter ensuite avec les Avengers qui sont aux prises avec un même type de menace, on va dire. Puisque la menace en question, c'est, voilà, je vous le spoil, c'est parce que c'est numéro 1, c'est Diablo, donc pas Diablo des X-Men, mais Diablo, donc le sorcier de la mythologie Strange, qui donc est un alchimiste avec une tenue un petit peu de bouffon, qui est immortel, qui voilà, maîtrise un petit peu des arts secrets, etc. Et là-dessus, Diablo va donc réussir à contrôler les Avengers et les Defenders en utilisant des cartes de tarot sur lesquelles il dessine avec une énergie cosmique, enfin magico-cosmique. Et là-dessus, ça devient un énorme bordel. Mais un bordel méta en fait, c'est-à-dire qu'il y a les fous du volant qui vont apparaître, t'as des personnages de cartoon qui vont apparaître, tu auras des fusions de réalité, tu vas avoir une version de Doctor Strange en mode vieux hippie, John Lennonien, complètement foncé, qui s'appelle Doctor Surf. Enfin, c'est vraiment. Ça pourrait être, encore une fois, je fais souvent la référence à Grant Morrison pour le côté méta, mais là vraiment il y a une sorte de jaillissement du méta où en gros on croise plein d'imaginaires super bizarres entre eux. T'as limite même. En fait, grosso modo, voilà, c'est un carton de jouet qui a été renversé et voilà, on s'amuse un petit peu à mettre des personnages qui n'ont rien à voir ensemble dans une aventure complètement foutraque, complètement loufoque. Limite, à la fin, tu te demandes pourquoi c'est résolu. Tu vois, parce que c'est vraiment complètement fou. C'est Alan Davis, je crois, au scénario, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà, et en fait, tu vois le côté rétro, vraiment, du style. C'est-à-dire, quand ça commence, tu sais, c'est justement, on en parlait, les personnages qui expliquent tout, qui ont des dialogues vraiment, tu sais, très, très nobles, sans justement d'essayer de placer des traits d'esprit trop lourds, trop gras, ou trop réalistes, ou trop modernes. T'as même des trucs genre Iron Man qui dit au surfeur d'argent, est-ce que je peux prendre ton surf pour prendre la vision qui est évanouie pour la mettre dans le laboratoire, tu vois? C'est des trucs super triviaux en fait, super concrets, réalistes, et qui collent vachement au style de Renault en fait, qui justement a cette espèce de noblesse un petit peu du dessin d'antan, alors qui est assez encore réaliste, ancré, il y a des ancrages qui m'évoquent un peu Frank Avila par rapport à endroit au niveau des effets de texture, etc. Mais je montrerai une case auquel je pense. Mais voilà, enfin, c'est un style qui justement reprend les costumes originaux. Par exemple, la Scarlet Witch, justement, qui est vraiment. Après, on n'a pas besoin de faire la publicité de la Scarlet Witch, de Paul Renault, qui est magnifique, comme tout le monde le sait. Le Doctor Strange, il a vraiment ce costume à l'ancienne, à la Ditko, avec les grammages au bout de la cape et compagnie. Et en fait, du coup, ça commence comme un numéro très rétro Silver Age, un petit peu à la symbiote Spider-Man. Et puis en fait, ça emmagasine en fait toutes les bizarreries du rétro aussi, parce que dans les comics rétro, t'avais plein justement les comics d'autrefois, t'avais plein de comme ça de trucs un peu bizarres, de fusion de réalité, ou enfin comme tu sais quand les X-Men réécrivent le monde et compagnie. Et franchement, voilà, c'est vraiment une lecture super intéressante parce que c'est à la fois un bon cadeau pour ceux qui aiment bien ce style à l'ancienne, avec de beaux dessins et un scénario qui se conclut assez vite, c'est que 4 numéros. Et en même temps, c'est vraiment super barré, c'est super loufoque. Ça va assez loin au niveau de justement du méta bizarre, on va dire. Et enfin, même moi, je me suis fendu la gueule dès le numéro 3 quand il commence à y avoir des vrais trucs à base de. Les personnages cartoon, là. Mais voilà, mais quand t'as ces Diabolo qui apparaissent au milieu d'un numéro de super-héros Avengers Defender, c'était en mode, mais qu'est-ce que je lis? Enfin, limite, tu regrettes de pas avoir un truc au bout du doigt, enfin, une salade verte au bout du doigt, on va dire. Mais enfin, vraiment, c'est une très bonne lecture, on va dire, et c'est assez plaisant de voir que Marvel, justement, ose ce genre de produit un peu iconoclaste, à la fois nostalgique et en même temps assez taré pour transcender justement le simple côté c'est pour les fans d'autrefois. Ouais, parce qu'il y a quand même une ode, enfin un appel à l'imaginaire qui est, qui est dingue. J'ai pas envie de spoiler justement comment ça se résout, mais grosso modo, effectivement, il y a un petit message sur ce que sont les comics.
l'évolution et plutôt l'usage des comics dans l'imaginaire, on va dire, de l'enfance. Puis tu sais, quand c'est écrit par un vétéran comme Alan Davis, qui a bien vu le médium, enfin qui a fait partie intégrante avec des œuvres qui ont été fondamentales et qui voit aussi comment ça évolue aujourd'hui, tu vois qu'il y a un peu une sorte de message un petit peu de daron en fait sur le Ouais, médium. bah carrément, dos daron, littéralement, enfin, d'où le côté coffre à jouets, tu vois, encore une fois. Après, c'est compliqué d'en parler sans spoiler, mais grosso modo, voilà, c'est vraiment une lecture très marrante. Moi, je vous la conseillerais si justement vous aimez, comme on avait dit l'autre fois pour Crossover, tu vois, si vous aimez le côté un peu les comics méta, la Grant Morrison, si vous aimez le style de Paul Renaud, bah, c'est génial parce que là, pour le coup, il dessine vraiment quasiment tout l'univers Marvel, on va dire. C'est-à-dire que t'as même, t'as des personnages, tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient foutre là dans l'histoire et tout, mais c'est juste, voilà, on avait envie de le placer lui, donc on le place, tu vois, tant qu'à faire. Alors, ça aussi, du coup, le défaut de ses qualités, c'est que c'est un peu confus par moment. C'est-à-dire, ça va, comme seulement c'est que 4 numéros, ça va assez vite et ça épouse une narration Silver Agean, on va dire, au sens où ça va, enfin, chaque case, il se passe un truc. Là, ça progresse assez rapidement. Et t'as des croisements de personnages, de situations qui se résolvent un peu trop facilement, on va dire. Mais franchement, en tant qu'exercice de style, ça marche carrément. C'est beau, c'est bien, ça se prend pas au sérieux forcément. Donc, ouais, franchement, moi j'ai vraiment bien kiffé. Et puis l'avantage, encore une fois, c'est que c'est court. C'est que vraiment, c'est un tome complet avec une histoire, un début, un milieu, une fin. C'est très généreux pour un seul tome. Franchement, ça satisfait carrément son homme, quoi. Et, enfin, ou sa femme. Donc voilà, enfin Kali, quoi, je suis content. Voilà, donc une sortie chez Panini Comics, voilà, au prix de 18 €. Alors je revenais un peu sur les politiques tarifaires au truc, mais pour le coup, je les trouve qu'ils sont vraiment bien investis là-dessus, tu vois. Je trouve que là, en plus un joli tome, quoi. Que c'est vraiment une des lectures que je vous recommande dans cette fin d'année. Alors oui, ils ont fait aussi des très beaux livres, genre là, les omnibus Alpha, Earth X, Alpha et Omega. Qui sont ultra mastoc parce que voilà, c'est aussi les gros livres que t'aimes bien se mettre sous le sapin, mais vraiment lecture feel good en plus. Je trouve qu'il y a vraiment une certaine simplicité en fait, tout simplement Ouais, dans c'est le côté ce qui se passe. effectivement retour au Silver, justement. Ouais, et Retour à pourtant un le truc c'est que plus moi j'aime pas le Silver diffus. Age, tu vois. Moi je l'aime pas trop le Silver Age, je trouve. Non. Et je trouve que ça en a si tu veux ça en a les qualités mais pas les défauts, tu vois. Parce que si c'était vraiment à 100% Silver Age, moi je sais que moi ça m'aurait rebuté, parce que c'est quand même une narration, un style et un univers Moi, je trouve qui me saoule un ça a peu, une quoi. part des défauts quand même, en ce Ouais. sens-là qu'il y a vraiment un truc qui se résolve trop facilement, et puis Diablo, il fait un peu pitié par moment, quoi. Mais tu vois, il y a vraiment ce côté, c'est pareil, Diablo, le design du vilain, c'est comme Batroc, tu vois, c'est des trucs qui vraiment étaient imaginés à l'époque où tous les vilains avaient un slip au-dessus d'un collant et un masque noir de méchant, quoi, grosso modo. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, comme je pense à Manu par exemple, qui sont nostalgiques de l'époque. Enfin, je sais pas si tu es nostalgique d'ailleurs, Manu, je te prends ton nom, mais a priori, voilà. De l'époque pré-Disassemble, tu vois, avec le Avengers Mansion, avec voilà, une Wanda qui était vraiment plus présente. Là, pour le coup, elle est vraiment importante. Ce côté un petit peu l'historique de Marvel, justement, qui part des Defenders originaux, enfin, de la première équipe de justiciers qui combattaient les nazis, pour revenir dans le présent. Il y a ouais, parce que ce petit côté complot de la réalité, enfin, manipulation de la réalité à la House of M, tu vois. Donc vraiment, pour moi, qui ne suis pas justement un grand expert de la chronologie Marvel pré-Bendis, on va dire, je trouve ça vraiment super rafraîchissant, quoi. Mais j'avais bien kiffé aussi Samuel Spider-Man, justement, dans ce côté. On va s'affranchir un petit peu justement des trucs vraiment trop complets, trop gros, qui sont faits en plus pour nourrir des events ou des grosses temporalités de continuité qui ont peu d'importance au final. Et j'aime bien justement l'idée que Marvel peu à peu s'ouvre un petit peu à de nouveaux styles et se permettent en fait de publier des trucs comme ça complètement à part, juste pour le plaisir en fait de le faire, tu vois. Donc et puis voilà, on en parlait, moi effectivement je vous le conseille aussi. Il faut aussi se dire que vous aurez plus de facilité à vous le faire signer par rapport à des trucs qui sont dessinés par des Américains ou des Espagnols ou des Mexicains. Donc voilà, et puis respect à Paul Renaud qui reste lui aussi toujours aussi agile de ses crayons. Tout à fait. Merci à Corentin. Et ça va déjà être la fin de ce Back Issues VF. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ah, quand même. dommage. Mais non, mais il y en aura d'autres déjà. Alors déjà, il y a un VO qui arrive dans la foulée, vous inquiétez pas. Puis il y a des Super Friends, puis il y aura du front page, puis on va vous refaire encore du Back Issues de VF aussi, puisque il y a eu T'oublies un tome, on n'a pas fini là. Non, mais ah bon. Non, j'ai dit c'est bientôt la fin. Ah pardon, excusez-moi. C'est bientôt la fin, mais justement, je tease un petit peu le programme de la suite, puisque voilà, il y a eu énormément de sorties qui se sont compilées en fait sur un laps de temps très limité fin novembre, puisqu'après les offices pour une partie ont été annulés sur le mois de décembre, c'est-à-dire que voilà, au cours du mois qui arrive là, au cours du mois de décembre là en ce moment, on vous fera d'autres backshoes pour aborder plein d'autres sorties qui ont été faites récemment, comme un certain Promethea. Je sais pas de quoi ça parle, Corentin. J'ai envie de dire Alan Moore, tout ça. Tu connais Alan Moore. De Alan Moore.
De Alan Moore. C'est Noël. Ouais, bah oui. Tu vas saigner des oreilles, mon grand. Allez, du coup, on termine avec un petit passage du côté du label 619, 619, That's My Pueblo, 619, Oui. Rey Mysterio, Claro. c'est dans les catcheurs de la WWE. C'est bien, on va en parler en plus là du coup. Bah, on va parler un peu effectivement, de Luchadores. Lucha Libre. Loca, donc, qui est un spin-off du titre Mutafukaz de Run, et qui donc là est dessiné par Guillaume Singelin. Alors, comme Puta Madre, c'était d'abord sorti en format de single issues, réellement, quoi. Donc, c'était leur modèle. Il y avait eu 6 numéros pour Loba Loca, qui là, du coup, sont compilés en une intégrale. Corentin, dis-moi un petit peu de quoi ça parle, Loba Loca, et surtout, pourquoi c'est de la frappe aussi. Alors, Loba Loca, ça parle de Guadalupe Mayflower, qui est donc l'héroïne que vous voyez sur la couverture, qui est une petite nana des quartiers un peu pauvres de la périphérie de. Alors, c'est pas Los Angeles, c'est Dark Mid City. Dark Mid City, ouais. Voilà, donc la ville de la viande trop cuite, qui donc est le théâtre des aventures des personnages principaux de Mutafukaz. Sauf que là, ça va s'intéresser à un pan qui est déjà d'ailleurs exploré un peu dans Mutafukaz, qui est le pan des catcheurs, en fait, donc des lucha libre, comment tu disais tout à l'heure ? Des luchadors. Des luchadors, c'est ça, exactement. Des luchadors. Si vous avez lu Mutafukaz, vous savez qu'effectivement, c'est plus que juste des catcheurs. Là, en l'occurrence, on va quand même vraiment rester un petit peu sur le niveau sportif, on va dire, divertissement, etc. Donc, on suit Guadalupe, qui est une jeune fille de père inconnu, qui, voilà, dès le début du bouquin, on te montre qu'elle est un peu mal dans sa peau, que c'est pas évident, elle essaye de se trouver un mec, ça marche pas trop bien, etc. Ça a tous les stéréotypes d'une série adolescente, tu sais, où la petite meuf un peu timide et un peu complexée, avec une histoire familiale un peu compliquée, se fait emmerder par la blondasse de service populaire, et nanana. Et en se défendant d'une séquence de harcèlement un peu brutale, justement, de ce personnage-là, elle se met à lui défoncer la gueule. Et je veux dire que c'est vraiment très rafraîchissant, ça, déjà. Tu vois, pour une fois, t'as une série avec des petits harceleurs à la con qui se font bolosser par le héros, / l'héroïne, en l'occurrence. En fait, on voit qu'elle a un peu le démon en elle, tu vois. Et quand elle lui défonce la gueule, elle a les yeux rouges, elle est super énervée, enfin, elle se retient pas, etc. Et on apprend à la fin du numéro 1, bon, ça, c'est l'argument de la série, hein, que c'est la fille de El Diablo, qui est l'un des grands luchadors de la mythologie Mutafukaz. Tu voyais dès le premier numéro de Mutafukaz. Voilà, tout à fait. Et en fait, du coup, elle le découvre à ce moment-là et elle comprend un petit peu pourquoi elle a cette espèce de rage en elle, cette espèce de sentiment d'être jamais comprise et compagnie, un petit peu comme son père qui a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et là, du coup, on part sur un angle un peu plus cride, c'est-à-dire qu'elle va aller voir l'ex-partenaire / rival de son père, qui est donc Tigré, qui est pour lui dire, en gros, apprends-moi la lucha. Parce que voilà, je veux être comme mon père, je veux comprendre mon père, je veux comprendre pourquoi je suis pas une erreur, marcher dans ses traces, etc. Donc c'est vraiment comme Creed avec Adonis Creed, Apollo Creed et Rocky Balboa. Sauf que évidemment c'est un peu plus crasseux parce que voilà, c'est le label 619 et que ils aiment bien les décors d'appartements un peu en bordel. Oui, et puis l'environnement, enfin Dark Mid City, c'est quand même une ville où la pauvreté règne en maître. Exactement, c'est les quartiers South Central, Compton, les quartiers latinos de Californie, etc. Donc c'est toujours aussi agréable à regarder. Enfin, Singelin, c'est une brute au dessin, il n'y a pas besoin de le rappeler. Moi, j'aime beaucoup justement c'est la façon dont il mélange la mythologie de Run avec son propre style à lui. C'est-à-dire qu'on a toujours cette espèce de chaleur vachement étouffante, tu vois, ce côté clip de hip-hop un petit peu, ce côté film, tu sais, les premiers films de David Ayer, tu vois, qui se passaient un petit peu justement en périphérie, dans les quartiers des cartels, etc. T'as toujours cette espèce de mythologie des luchadors qui est vraiment bien foutue. On t'explique un petit peu le code d'honneur, les combats, que c'est du chiquet entre guillemets, mais que ça reste quand même du vrai sport, il y a vraiment un art qui va avec, etc. Guada, tu vois, typiquement, elle est pas dessinée comme elle serait dessinée dans un manga, par exemple, tu vois, que ça reste une petite meuf avec les cheveux en bataille, des grosses hanches et des bras bien musclés, etc. Tu vois, donc il y a quand même ce côté, c'est super vivant, quoi. C'est vraiment un univers qui est super vivant, qui est super attachant. Immédiatement, chaque page moi je manque de mots pour dire à quel point j'aime le style justement instillé par Run dans la continuité de 619, parce que je trouve que le moindre artiste est génial en fait. Et là vraiment, c'est une promenade dans les années 90 dans à la fois ces films de baston, à la fois parce que le motif du fils entraîné par le rival de son père ou le partenaire de son père, tu l'as déjà eu 10 fois, mais là en l'occurrence ça rajoute ce côté effectivement plus ghetto, plus latino aussi quelque part. Et pareil, tu vois, on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu sur un air latino? Oh. Je l'ai pas. Ah non. Laurie sur un air latino, je ressens le tempo. Laurie, alors du con, Laurie quoi, je sais pas. C'est vrai que mais si, t'as une sœur en plus, je sais pas. Mais c'est une grande sœur.
Et t'es plus trop trouvé pour le riz quand j'étais petit, moi. Ouais, peut-être, remarque. Ouais. Mais tu aurais pu faire sinon Shakira, tu sais, Loca, Loca, Loca. Aussi, ouais. Tu veux la chanter peut-être? Non. En ondulant des hanches. J'endule mieux des hanches que je ne chante Shakira, effectivement. Mais effectivement, voilà, donc c'est vraiment un univers. En plus, bon, voilà, si vous êtes fan des années 90 et si vous avez grandi avec ce genre de série B, de films de genre, etc., c'est vraiment tout de suite une plongée dans cet imaginaire, cette mythologie-là. Pareil, je parlais de Hellboy tout à l'heure, il y a aussi tout ce côté. Run, Singelin, c'est des mecs qui sont amoureux du folklore, en fait, de luchador, du folklore mexicain. Et de voir une petite héroïne latino. Pas mal abordé aussi dans Doggy Bags, il y avait pas mal d'histoires qui s'y rapportaient. Carrément, mais il y a eu un Doggy Bag spécial Mexique d'ailleurs, qui était vachement bien. Et même, voilà, Mutafuka, ça parle de ça aussi. Ça parle limite presque plus du côté un peu latino que du côté renois. Même si bon, il y a les Bloods et compagnie, c'est très riche. Mutafuka, il y a vraiment plein de corps ethniques qui se tirent dessus. Donc là vraiment, pour moi c'est comme d'hab, c'est 5 étoiles, pas de problème, acheter, c'est trop bien, continuer à soutenir et à suivre le label 619 qui fait de la méga bonne BD pour justement cette génération comme nous qui est un petit peu à la croisée des imaginaires entre Hollywood, entre tous les trucs un peu série B, les générations d'Anarland, tu vois un petit peu, tous les mangas de baston, parce qu'il y a vraiment des bons gros codes de mangas de baston, hein, tu vois, genre l'héroïne qui a un peu le diable en elle, qui arrive pas à se contrôler parce que si sa fureur éclate, elle peut vraiment faire n'importe quoi, etc. En même temps, c'est très mignon, c'est un dessin quand même assez doux, tu vois. Genre, les expressions de Guada, elles sont vraiment. Enfin, elle est trop adorable, moi je veux la peluche. Donc, vraiment, frappe, tu vois. Enfin, que dire de plus en même temps pour moi, 619, c'est pas besoin de faire des critiques, tu vas juste aller les acheter et fermer vos gueules, et voilà. S'il vous plaît. Et en plus, on parlait tu sais, d'Urban qui était moins cher sur le marché par rapport au truc, là, l'intégrale. L'intégrale, non, mais c'est des super beaux bouquins qui sortent à chaque fois. Je sais pas, comme dit, je sais pas c'est quoi leur montage financier, s'il y a un trafic de drogue derrière pour financer tout ça, mais voilà, c'est l'intégrale, c'est 19,90€. C'est en plus un beau bouquin, quoi, c'est du cartonné. Oui, ça, puis c'est hyper marrant, tu vois. Genre, le mentor du coup, Tigre, il s'appelle Tigre parce qu'il a vraiment une gueule de tigre. Oui. Ça, c'est comme King dans Tekken, tu vois. C'est un masque de luchador, mais c'est son vrai visage, en fait, il l'enlève jamais et tout. Et c'est le mec qui a toujours envie d'aller au chiottes, il passe sa vie vraiment à déféquer. On t'explique qu'il y a un tatouage sur le cul un peu honteux. Enfin, il y a vraiment ce côté, genre, c'est de la bonne BD, mais ça se prend pas forcément tout le temps au sérieux. Tu te marres, c'est vivant, c'est beau, enfin. Et puis, comme tu dis, voilà, c'est vraiment pas cher du tout, quoi. Yes, donc on sera ravis de toute façon de vous teaser déjà que voilà, qu'il y aura des podcasts à venir avec Run, avec Singelin au cours de l'année prochaine. Et on vous rappelle qu'on avait fait un Super Friends d'ouverture avec Mathieu Bablet du label 619 aussi lors de notre lancement de First Print. Mathieu Bablet que peut-être vous allez réentendre quelque part dans une petite pastille quotidienne pour présenter des cadeaux, je sais pas, ce genre de truc. Voilà, je place. Ah, je vois. J'ai deviné dont tu parlais. C'est quoi? Ça y est, mais c'est... Tu veux que je le dise? Non, je ne veux pas. Le calendrier de l'Avent. Laissons je croyais que tu voulais le dire en fait en mode j'en crie, tu vois, calendrier de l'Avent, tu vois. C'est peut-être une autre émission quotidienne que je prépare encore, tu sais, parce que j'en peux plus, tu vois. Je pense que Back Issues du reconfinement. Non, espérons que ceux-là n'arriveront pas. Bref, c'était la fin en tout cas de ce Back Issues spécial VF de quelques sorties plus ou moins récentes là de ce mois de cette fin de mois de novembre, début décembre. C'était varié, il y avait un peu de tout. Il y avait du super-héros, il y avait du gros truc d'indé, il y avait du young adult, il y avait du bon français. Du français aussi. J'ai envie de dire, voilà, c'est un peu la preuve par la démonstration que voilà, la bande dessinée américaine s'intéresse. Et si vous voulez que ça continue, il faut acheter, bien entendu, tous ces volumes. Enfin, pas tous ces volumes, mais il faut se rappeler qu'on est dans un contexte très compliqué pour les libraires et que, à l'approche de Noël, typiquement, c'est un gros mois pour eux. Donc, n'hésitez pas à investir les rayons des librairies pour faire le plein. Tout à fait. Et en plus, comme il y a le tarif unique, tu sais, il y a les 5% sur le prix du livre, les 5% là, les 5% qui vous restent, qu'est-ce qu'on en fait, on va sur tipeee.com/firstprint et on met dans la cagnotte pour qu'on puisse aussi avoir droit à un cadeau en cette fin d'année, puisque je vous rappelle que je suis alsacien et qu'à part des oranges, moi, je n'ai jamais rien connu. Donc, j'aimerais bien avoir un ananas cette année et ça coûte de la thune. Non, il n'y a pas des noix aussi? Des noix. Les fruits, pas des noix aussi? Non, tu sais qu'ils font des gâteaux de Noël avec des fruits confits, des trucs, c'est abject, je trouve ça. Non, j'adore moi ça. Un des rares trucs bien de votre culture malsaine. Non, tu dis n'importe quoi. Bref. Panettone, le Kouglof, tout ça. Les panettone, c'est italien, frère. Ouais, mais c'est pareil. Mais t'es alsacien. Oui, mais moi, oui, en l'occurrence. mais je peux pas dire que le panettone, c'est alsacien. Panettone. Le panettone. Oui, le panettone. Franchement. Vous avez vu, d'année en année, Arnaud se radicalise sur l'Italie, en fait. Putain, je respecte juste. Il y a 6 ans, on n'en parlait pas du tout. Et là, c'est à chaque podcast, il nous fait un petit truc. Peut-être qu'il y a 6 ans, tu faisais pas des attaques systématiques sur mes origines aussi à chaque émission. C'est toi qu'on a parlé, je ne sais pas. Non, c'est pas moi. Bref.
les Back Issues, c'est terminé pour aujourd'hui. On revient très bientôt pour les prochaines émissions. N'oubliez pas que, voilà, en plus de nous aider sur le Tipeee, si vous le pouvez, vos partages sont primordiaux pour essayer d'agrandir nos auditeurs et nos auditrices qui sont déjà pas mal nombreux. En tout cas, ils sont assidus et ça nous fait vraiment très plaisir. Merci encore une fois de nous écouter depuis le début. On espère que vous serez encore là pendant longtemps et on vous dit donc à très bientôt pour la prochaine émission. Salut! Salut!